Il suffit d'une toute petite piqûre du moustique Anophèle femelle, porteuse du parasite Plasmodium, pour vivre des moments d'intense douleur qui se matérialisent par de fortes fièvres, des vomissements, une fatigue générale, de la diarrhée pour certains patients. Les spécialistes sur le plateau vont donc le confirmer en ce qui concerne les signes de la maladie. Cette maladie qu'ils ont eux-mêmes nommée le paludisme. Elle sévit énormément en Afrique et selon le dernier rapport de l'OMS 2021 sur le paludisme, 627 000 personnes, surtout les enfants de moins de 5 ans, sont mortes du paludisme dans le monde entier. Pour mieux connaître cette maladie, les actions de lutte et de prévention au niveau national et international, nous recevons pour vous deux invités. À ma gauche, je reçois Sidzabda Christian Bernard Compaoré. Il est le secrétaire permanent pour l'élimination du paludisme au Burkina. Bonsoir. Bonsoir. On dit également bonsoir à Alidou Tinto, professeur Tinto, qui est professeur de parasitologie et spécialiste en essais cliniques. Il est le responsable de l'unité de recherche clinique de Nanoro au Burkina. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir. Alors, le décor, il est campé, fidèle téléspectateur. La première question, elle revient à vous, professeur Tinto. Est-ce qu'il est exagéré de dire que le paludisme est une maladie meurtrière extrêmement dangereuse? Je vous remercie. Je pense que vous l'avez lu, vous l'avez vous-même signalé, notifié lors de votre introduction. Ça fait plus de 600 000 décès par an. Je pense qu'il n'y a aucune maladie endémique qui fait autant de décès que le paludisme. Et donc, c'est une maladie très dangereuse pour laquelle il faut prendre beaucoup de dispositions. Et c'est la raison justement de notre engagement. Alors, dès que on est piqué par le moustique porteur du Plasmodium, comment est-ce que le parasite se manifeste dans le corps? Alors, il faut savoir que lorsque le moustique vous pique, le parasite va aller transiter dans un premier temps au niveau du foie. Et à l'intérieur du foie, il y aura un cycle qui va se dérouler, qui peut prendre 1 semaine à 10 jours. Et après la fin de ce cycle, les parasites vont gagner la circulation sanguine. Donc il y aura un éclatement des cellules. Et lorsque ça arrive au niveau de la circulation sanguine, ils vont chercher à pénétrer le globule rouge du sang. Et c'est ce qui entraîne quelquefois les anémies que vous voyez dans le cas du palu. Et à l'éclatement de ces globules rouges, parce que les globules rouges vont éclater, il y aura des toxines, ce qu'on appelle les mosaïnes, qui vont être transportées au niveau du cerveau et créer tous les signes que vous voyez, la fièvre, parce que le centre thermorégulateur sera par exemple touché, les céphalées, les vomissements. En fait, ça déstabilise le métabolisme et le système, de l'homme. Et donc c'est tout cela qui fait qu'il est difficile de tacler le parasite, parce que vous voyez que j'ai dit tantôt, il passe par le foie, il rentre dans les globules rouges pour ressortir et être prélevé par le moustique pour être transmis à une autre personne. Donc vous voyez que le cycle est assez complexe. Alors du paludisme, on en est à la dengue. C'est la preuve que le virus, si on peut le dire, il s'agit bien d'un virus. Il s'agit d'un parasite pour le paludisme. La dengue, c'est un virus. Alors pour le parasite du paludisme, on a l'impression qu'il est parvenu à faire des mutations, à s'adapter également à l'environnement et aux éléments externes qui sont employés pour lutter contre. Ben, tout à fait, parce que le parasite, il faut savoir que le parasite réagit comme l'homme. Parce que le parasite, c'est 14 chromosomes, c'est beaucoup. Il y a plus de 8000 gènes. Donc les gènes, c'est ceux qui codent pour dire ce que l'organisme doit faire. Et donc, malheureusement, il y a des gènes qui codent pour des fonctions que personne ne connaît. Ce qui fait que pour maîtriser le parasite, c'est assez difficile. C'est ce qui explique d'ailleurs que depuis l'histoire de l'humanité, les chercheurs n'ont jamais réussi à mettre au point un vaccin contre un parasite humain. C'est pourquoi le vaccin contre le paludisme sur lequel nous travaillons constitue un Graal pour la communauté scientifique internationale, parce que ça serait la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on met au point un vaccin contre un parasite. Alors, Christian Compaoré, plus de 600 000 décès par an dans le monde liés au paludisme. Qu'en est-il des statistiques nationales? Ok, bonsoir et merci beaucoup pour cette opportunité que vous nous donnez donc de parler du paludisme. Alors, le paludisme au Burkina Faso, c'est 11 656 675 cas en 2022.
c'est 4243 décès, dont près de 3 quarts des enfants donc, de moins de 5 ans. C'est dire à quel point justement les enfants paient un lourd tribut à cette maladie. Et justement, les enfants qui sont les plus vulnérables, sans doute parce qu'ils ont un organisme qui n'est pas assez, qui ne comporte pas d'assez d'éléments pour se prémunir. Oui, tout à fait. Et voilà pourquoi justement la cible justement pour le programme, c'est les enfants et les femmes enceintes. Alors, on va revenir à vous pour justement connaître la cartographie des zones les plus touchées par le paludisme. Qu'en est-il au Burkina? Au Burkina Faso, le faciès que nous avons l'habitude donc justement de dépeindre scinde le pays en 3 niveaux. La zone donc la plus au sud étant donc la mieux arrosée, et c'est là où nous avons donc le maximum de cas. Et lorsqu'on remonte vers le Sahel, bien sûr, nous avons donc au niveau donc du centre où on a donc des variations moins denses que le sud, mais au Sahel, l'incidence donc est beaucoup moins. Mais que cela donc ne présage pas totalement de la létalité et qui est donc retrouvé donc au niveau de nos formations sanitaires. Vous vous rendrez compte que par exemple pour la région de Gorom-Gorom, nous avons également une très forte létalité justement du paludisme. Alors professeur, on a donc cette cartographie des zones les plus touchées et je ne sais pas si vous avez la même impression, mais on a l'impression qu'il y a des produits qui sont utilisés pour lutter contre le paludisme mais qui s'avèrent inefficaces. Comment est-ce qu'on peut justifier cela? Alors, je pense qu'il faut situer la question à 2 niveaux. Il y a d'abord le vecteur, qui est le moustique, qui transmet la maladie, qui, avec l'évolution, s'adapte, tout comme le parasite, développe des résistances. Ce qui fait que les insecticides qui sont utilisés pour imprégner, par exemple, les moustiquaires qui sont recommandés pour la prévention, ces moustiquaires n'arrivent plus à prévenir efficacement. Parce que tout simplement, les moustiques sont à mesure maintenant de se poser sur ces moustiquaires. Et lorsque pendant le sommeil, vous vous collez à la moustiquaire, vous êtes piqué. Alors que ces insecticides devraient être capables non seulement de les repousser, mais également de les tuer. Donc ça, c'est le premier élément au niveau de la résistance. Il y a la résistance du parasite lui-même, qui est injecté à l'homme, qui évolue parce que si vous vous rappelez, quand on était tout petit, on utilisait la chloroquine. Mais avec justement le processus d'adaptation du parasite à ce médicament en développant des mutations, ce médicament ne marchait plus. On a amené sur le marché des nouvelles molécules qu'on appelle les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. Et malheureusement, ces dernières années, on commence à voir apparaître des résistances à ces médicaments également en Asie du Sud-Est. Et quand on connaît un peu l'histoire de la chloroquinorésistance qui est partie d'Asie du Sud-Est, l'Afrique de l'Est et ensuite l'Afrique de l'Ouest, nous nous attendons à ce que très bientôt cette résistance également arrive malheureusement dans notre zone qui est l'Afrique de l'Ouest. On voit beaucoup de gens qui ne jurent que par les produits médicinaux africains. Oui, tout à fait. Il est vrai qu'il y a des produits locaux. J'ai entendu parler de pommades, de savons, etc., qui ont quand même des vertus, il faut le reconnaître, mais qui méritent qu'on puisse mener des recherches en respectant les règles de l'art en matière de recherche pour confirmer justement l'efficacité et surtout la bonne tolérance de ces produits-là. Alors, Christian Comporé, la responsabilité des populations dans la prolifération du paludisme, on en parle tout le temps, mais on a l'impression que les campagnes de sensibilisation ne servent ou n'atteignent pas réellement les effets escomptés. Est-ce que vous avez la même perception ? Parce que l'insalubrité, elle est permanente dans certaines zones, et ce qui est notamment source de reproduction des moustiques. Mais on sensibilise, on demande aux gens d'être propres autour d'eux et même dans leur espace de vie, mais c'est toujours difficile. Oui, merci beaucoup. En fait, je pense que cette difficulté est certainement liée à peut-être, on devrait aussi se remettre un peu en cause
peut-être c'est nous qui ne passons pas le bon message. Et peut-être la manière aussi de passer le message devrait changer. On devrait peut-être faire les choses autrement, afin donc de convaincre davantage nos populations qu'il y a des gîtes larvaires qu'il faut travailler à identifier et à éliminer. Cela nous éloigne déjà du contact avec le vecteur et nous prémunit davantage contre le paludisme. Donc on se dit qu'en passant par là, certainement on devrait pouvoir expliquer davantage l'intérêt qu'il y a à vivre dans un milieu salubre. Merci. On a vu quand même le ministère organiser des campagnes de désinfection de certaines zones, des campagnes de distribution de moustiquaires qui sont souvent utilisées à d'autres fins et non l'objectif premier. Ça également, c'est de l'incivisme qu'il faut déplorer. Oui, tout à fait. Mais bon, il faut se dire également que dans la majorité des cas, les moustiquaires qui sont utilisés à ces fins sont effectivement des moustiquaires déjà usagés. Sinon, l'expérience quand même a montré que les populations, lorsqu'on leur remet des moustiquaires, elles les utilisent pas nécessairement pour d'autres fins, mais c'est plutôt pour se protéger. Certes, il y a du travail à faire davantage pour les amener davantage à se mettre sous la moustiquaire, et nous travaillons donc à cela. Alors, professeur Tinto, quel est votre avis sur cette question, la responsabilité des populations dans la propagation du paludisme? Alors, vous avez tout à fait raison. Je pense que le secrétaire permanent l'a expliqué. Une chose est d'avoir des outils efficaces, démontrés par la recherche, que c'est efficace, c'est bien toléré, etc. Mais une autre chose est d'amener les populations à s'approprier ces outils et les utiliser de façon adéquate. Lorsque vous prenez par exemple les moustiquaires, vous vous rendrez compte que lorsque on est en période de chaleur, les gens préfèrent dormir à la belle étoile, alors que les moustiquaires sont attachés à l'intérieur de la maison. Et comment voulez-vous que dans ce contexte, les moustiquaires puissent être efficaces et jouer pleinement leur rôle? Ce n'est pas possible. Alors, il a également dit, les pays qui ont réussi à éliminer le paludisme, je pense que ces pays ont également réussi le défi de l'assainissement. Et le problème de nos pays, en Afrique subsaharienne, c'est l'assainissement. Comme il a dit, on a partout des gîtes larvaires. Et même si vous offrez des outils efficaces, avec la prolifération de ces moustiques à travers ces gîtes larvaires, c'est comme si vous êtes en train de faire du surplace. Donc il faut que les populations elles-mêmes s'impliquent et s'approprient justement toutes les mesures et les recommandations qui sont faites par le secrétariat permanent pour l'élimination du paludisme, afin de nous permettre de ne pas investir inutilement dans la lutte contre cette maladie. C'est très bien dit. Alors on poursuit avec le vaccin RTSS qui porte beaucoup d'espoir de milliers d'Africains en ce qui concerne la lutte radicale contre le paludisme. Je reste toujours avec vous, professeur Tinto. Quel est votre avis sur ce vaccin? Alors, comme je l'avais dit tantôt, déjà un vaccin contre un parasite, c'est une prouesse. Donc, je me réjouis déjà qu'on ait pu, enfin, dans l'histoire de l'humanité, proposer un premier vaccin contre un parasite qui est le paludisme. Alors, il faut dire que nous avons eu la chance de travailler sur ce programme avec la firme pharmaceutique GSK, qui est celle qui a développé ce vaccin RTSS. Et ensuite, il y a la phase pilote qui a suivi dans 3 pays africains, Malawi, Kenya et Ghana, où ce vaccin s'est avéré efficace à 30% contre le paludisme grave. Alors, certes, c'est modeste, mais l'OMS a pensé que pour une maladie qui fait encore 600 000 décès, réduire ces décès d'un tiers, c'est déjà beaucoup. Parce que si vous réduisez 600 000 d'un tiers, ça fait 200 000. 200 000 vies de sauver, c'est très important. C'est pourquoi l'OMS a recommandé que dans un premier temps, on aille avec l'utilisation de ce vaccin, son déploiement, pour que, in fine, les recherches qui sont en cours dans le pipeline proposent des outils beaucoup plus efficaces. Et l'OMS vise à l'horizon 2030 d'atteindre l'objectif de proposer un vaccin qui protège au moins à 75%. Lorsque vous parlez de 30%, 75%, est-ce que on doit douter de la fiabilité de ce vaccin? Alors, on ne doute pas parce que c'est le résultat d'une recherche scientifique. Nous avons fait la preuve que ce vaccin réduit d'un tiers le nombre de cas de palu. C'est ce qu'il faut retenir. Alors, là où il est peut-être difficile de dire aux populations que vous êtes vaccinés, mais vous n'êtes pas protégés, et que vous devez encore continuer à utiliser les autres outils,
Et c'est là que ça devient difficile pour la population de comprendre. Mais il faut savoir qu'à l'état actuel des connaissances et à l'état actuel de la recherche, aucun outil à lui seul ne sera à mesure de contrôler le paludisme, sinon même parler de son élimination. Et donc, au stade actuel, nous avons un outil qui est le vaccin, qui protège à 30%. Nous avons les moustiquaires, nous avons la chimioprévention saisonnière. C'est la combinaison de tous ces éléments-là qui vont permettre de faire reculer le paludisme dans l'attente que la communauté scientifique puisse proposer des outils beaucoup plus efficaces, pourquoi pas à l'horizon 2030, comme on l'a dit, un vaccin qui protège à 75%. Alors, vous avez évoqué la chimioprévention contre le paludisme, la campagne qui a été lancée il y a quelques semaines par le ministre de la Santé. Comment est-ce qu'elle évolue et est-ce que les objectifs escomptés sont dans la dynamique d'être atteints? Ok, merci beaucoup. Effectivement, nous l'avons lancé donc cette campagne le mois passé. Et pour le mois passé, justement, cette campagne a concerné 19 districts. Et elle va s'étendre à l'ensemble donc du territoire burkinabé et tous les enfants au Burkina Faso devraient profiter donc de cette campagne à partir donc du 20 juillet et cela donc tous les mois pendant encore 4 mois. Et vraiment c'est l'occasion donc de dire un grand merci à l'ensemble de la population qui ont su accepter donc cette méthode de protection et les populations en sont demandeurs. Et malheureusement, par moment, il arrive que certaines mamans, certaines mères d'enfants oublient les autres doses. Et c'est l'occasion pour moi de lancer un appel donc justement à l'ensemble de la population afin que nous aidons les mères à se souvenir des autres doses pendant la campagne, afin donc d'en faire vraiment un grand triomphe. Merci beaucoup. Alors le professeur Tinto a parlé du vaccin RTSS. Le ministre de la Santé, au cours de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, a également annoncé des campagnes de vaccination de ce vaccin-là en 2024. Est-ce que vous, au niveau du ministère de la Santé et du secrétariat permanent en particulier, vous fondez également beaucoup d'espoir en ce qui concerne ce vaccin? Énormément d'espoir. Comme le professeur Tinto vient de le dire tantôt, nous avions une grande chance d'avoir donc ce vaccin qui va nous permettre, avec l'arsenal que nous avons déjà, que nous devons davantage travailler donc à améliorer dans sa mise en œuvre. Ce vaccin viendra donc compléter, sinon ajouter donc un plus à cet arsenal et nous permettra donc de réduire davantage les cas de paludisme et bien sûr la létalité du paludisme. Dans le cas d'espèce, une vie sauvée est vraiment une grande victoire de gagner. Alors professeur Tinto, ce vaccin RTSS, il sera administré uniquement aux enfants ou même aux plus âgés? Non, la recommandation qui est faite pour l'utilisation de ce vaccin, c'est les enfants. Normalement 5 à 17 mois, c'est l'indication qui est donnée pour l'utilisation de ce vaccin. Bien entendu, il y a des recherches qui sont toujours en cours pour voir comment on peut aller au-delà de cette tranche d'âge. Et lorsqu'on va parler de R21, vous verrez qu'avec R21, on a essayé déjà de s'inspirer de ce qui n'a pas marché avec RTSS pour concevoir le protocole de l'essai clinique R21. Justement, la parenthèse, elle est ouverte. Où en est-on avec les recherches sur le R21, ce vaccin? Alors, la recherche sur le vaccin R21 fait son bonhomme de chemin parce que nous l'avons commencé depuis 2019 avec la phase 2. Vous avez suivi un peu l'actualité avec les résultats extraordinaires qui ont été présentés qui démontraient pour la première fois qu'un vaccin contre le paludisme pouvait atteindre 75% d'efficacité. À la suite de ces résultats, nous avons entamé une phase 3 parce qu'il s'agissait dans cette phase 3 de voir si ailleurs, dans d'autres pays autres que le Burkina, est-ce que nous obtenons la même efficacité, la même sécurité d'emploi du produit. Et c'est pour cette raison qu'en plus du Burkina, vous avez le Mali, le Kenya et la Tanzanie qui participent à cette phase 3 avec 4800 enfants. Et cette phase 3, nous avons déjà déroulé 18 mois de suivi chez les enfants qui ont été vaccinés. Et à la différence des RTSS, nous sommes allés jusqu'à 36 mois. Au lieu de 5 à 17 mois, nous sommes à 5 à 36 mois chez les enfants qui ont été enrôlés dans cette essai clinique pour voir est-ce que on ne va pas apporter de bénéfices chez les grands enfants aussi. Parce que bon, il faut s'inspirer de ce qui n'a pas marché avec RTSS. Alors à ce stade,
il faut dire que les résultats que nous avons obtenus nous ont motivés et nous ont convaincus qu'on devrait accélérer l'agenda de déploiement de ce vaccin. Ne pas faire la même erreur que RTSS, parce que RTSS, il s'est passé 10 ans entre la fin de l'essai clinique et l'adoption de ce produit. Je pense qu'il faut s'inspirer et ne pas répéter les mêmes erreurs. Et nous, avec ce qui s'est passé dans la Covid-19, où on a été capable de développer des vaccins en une année et de les déployer, nous nous sommes dit, mais ça c'est une expérience qui peut s'appliquer au paludisme. C'est vrai que le paludisme n'est pas une pandémie comme la Covid-19, mais le paludisme tue plus que la Covid-19 dans notre contexte du Burkina et de l'Afrique. Et donc nous avons entrepris un plaidoyer et nous avons soumis un dossier à l'OMS pour que l'OMS examine et éventuellement recommander l'utilisation de ce vaccin. Et parallèlement, des dossiers ont été soumis dans plusieurs pays africains, et c'est ainsi que le Ghana, par exemple, l'a adopté, le R21. Le Nigeria également l'a adopté, et le processus d'examen du dossier est actuellement en cours au Burkina, et nous espérons que le Burkina également va l'adopter très bientôt. Alors, vous entendre le RTSS et le R21 sont des vaccins totalement différents. Ce ne sont pas des vaccins totalement différents sur le plan structurel, mais dans la conception, il y a une différence. Alors, je vous explique. RTSS provient d'une combinaison de ce que nous appelons le circumsposé, ça veut dire une portion du parasite que le moustique injecte à l'homme, qu'on combine à l'antigène du virus de l'hépatite B. Pourquoi on le fait? Parce que l'organisme réagit mieux lorsque une structure se présente à lui comme un virus. Il réagit mieux contre les virus que tout autre micro-organisme. Il fallait présenter la protéine de cette façon. On l'a couplé à l'antigène du virus de l'hépatite B. Mais on a vu que ce n'était pas stable. Donc, il a été combiné une deuxième fois pour que ce soit stable. Alors, ce que nos partenaires de l'Université d'Oxford ont fait, et ça, vous me donnez l'occasion de rappeler aux téléspectateurs, j'entends parler souvent de vaccin made in Burkina, c'est très prétentieux, ce n'est pas du tout vrai, parce que le Burkina ne dispose pas de la technologie et du plateau technique pour synthétiser des protéines vaccinales. Là, en Afrique, personne ne dispose de ça, hormis l'Afrique du Sud qui peut faire la recherche et le développement jusqu'à la production. Et donc, ce vaccin R21 a été synthétisé par l'Université d'Oxford, donc il a fabriqué, en collaboration avec une firme américaine qui a donné le véhicule, ce que l'on appelle l'adjuvant. Et le rôle de l'équipe de Nanoro a été de tester, avec nos compétences dans le domaine des essais cliniques, de tester et de dire si ce vaccin il est bon ou pas, s'il est efficace, etc. Et donc, ils ont réussi cette prouesse de coupler une seule fois la même protéine qu'on utilise à RTSS avec l'antigène du virus de l'hépatite B, et on a vu que c'était plus immunogène, c'était plus efficace, et donc c'était même une surprise pour nous, parce que nous étions partis initialement pour tester R21 et le combiner à d'autres protéines. Mais en le testant lui seul, on voit qu'on est déjà à 75%. Alors, on s'est dit, pourquoi attendre les autres protéines, il faut y aller. Et aujourd'hui, le dossier est en cours d'examen. On espère que très bientôt, le Burkina va l'adopter pour que les populations puissent accéder à ce produit que nous pensons quand même très efficace. Un produit qui a été testé dans des pays? Oui, et comme je l'ai dit, la phase 2 a été exclusivement faite au Burkina, à Nanoro, par notre équipe. Et à la suite de cette phase 2, la phase 3 est actuellement en cours au Mali, en Tanzanie, au Kenya, mais également au Burkina avec 2 sites. Nous avons un site dans le sud-ouest, à Dandé, dirigé par le professeur Jean Bosco, pour avoir un peu un profil différent de Ouaga. Parce que Nanoro est très proche de Ouaga, la transmission est moyenne. Et comme il l'a dit, au sud-ouest c'est plus long. On va voir un peu comment le vaccin se comporte dans les 2 facettes épidémiologiques. Et là, les premiers résultats indiquent que ce que nous avons obtenu en phase 2 se confirme. C'est ça qui est très intéressant. À savoir 75% d'efficacité, même lorsqu'on va sur 4800 enfants, alors qu'en phase 2, on avait travaillé sur 450 enfants. Donc, ça veut dire que ce vaccin nous rassure que peut-être que nous sommes en train de changer le cours de l'histoire en matière de prévention du paludisme, et que dans 5-10 ans, j'ai coutume de le dire, le paludisme ne sera plus un problème de santé publique pour nos pays. On l'espère énormément. Je reviens à M. Christian Compaoré, le RTSS qui est annoncé au Burkina Faso. Alors déjà sur le plan organisationnel, est-ce qu'il est prévu des campagnes de communication pour que cette action ait l'effet escompté, pour permettre aux populations de le connaître et de l'accepter, pour qu'il n'y ait pas une réticence, parce qu'on a vu le cas du Covid où il y avait des informations erronées qui ont beaucoup circulé. Et est-ce que vous vous préparez à cela?
Oui, tout à fait, Madame Diasso. Il faut dire qu'avec la DPV, il y a présentement d'ailleurs, ils sont en train d'élaborer le plan de communication pour l'introduction donc de ce nouveau vaccin. Et ce plan de communication, avec la contribution vraiment de l'ensemble des parties prenantes, devrait permettre, et d'ailleurs également les hommes et femmes de médias sont conviés justement à cette réflexion. Il nous faudra donc sortir quelque chose qui permette de toucher l'enfant le plus reculé du Burkina et expliquer davantage à tout le monde, afin que tout le monde puisse adhérer à cela, afin donc que les enfants puissent avoir le bénéfice donc de ce vaccin. C'est très important. Très bien. Alors je reviens au professeur Tinto. Est-ce que vous avez l'appui nécessaire pour porter le projet, la production du R21 à terme en quantité suffisante? Alors, pour l'échelle nationale déjà. À l'échelle nationale, vous savez que la structure de Nanoro relève du CNRST, le Centre national de recherche scientifique et technologique, à travers l'Institut de recherche nationale de la santé. Donc, une partie des agents qui y travaillent sont des fonctionnaires payés par l'État burkinabé. Je pense que c'est une contribution très importante. Nous sommes installés dans une structure semi-privée qui a une collaboration avec l'État, qui est le CMA 5AMI de Nanoro. Et là également, l'État a des agents qui sont affectés et qui participent justement à la mise en œuvre de ces projets-là, à travers aussi les centres de santé périphériques tout autour de Nanoro, où nous sommes installés. Mais il faut dire que la mise en œuvre du projet lui-même, pour la phase 2, a été exclusivement soutenue par l'Union européenne, à travers un fonds qu'on appelle IDCTP. Et pour la phase 3, le partenaire commercial de l'université d'Oxford, qui est le Serum Institute of India, a été l'acteur qui a financé totalement cette phase 3 qui est en cours. Et je vous rappelle que nous sommes à la fin de la deuxième année de suivi de cette phase 3. Et pendant que l'OMS examine le dossier et que les pays adoptent le vaccin, nous allons prolonger de 2 ans encore le suivi des enfants, parce qu'un vaccin ne doit pas être comme un médicament. Un médicament, on vous traite, vous êtes guéri et ça s'arrête là. Un vaccin, on vous vaccine pour éviter que la maladie ne survienne. Et il faut chercher à savoir pendant combien de temps vous pouvez être protégé. Et c'est ça qui est complexe dans les essais vaccinaux, parce que le suivi est long. Donc nous allons prolonger de 2 ans pour avoir au total 4 ans, pour voir est-ce qu'au bout de 4 ans, on aura la même protection de 75%. Alors la bonne nouvelle, c'est que dans la phase 2, lorsque nous avons prolongé sur les 450 enfants le suivi jusqu'à 36 mois, donc 3 ans, on s'est rendu compte qu'on maintenait l'efficacité à 75% avec une seule dose de rappel, ce qui est vraiment extraordinaire. Et nous allons confirmer cela avec la phase 3 en cours. Alors on a vu que l'OMS salue les résultats obtenus par le RTSS. Également, d'autres partenaires internationaux soutiennent cette vision de lutte contre le paludisme. Est-ce que vous craignez que le RTSS mobilise plus de financement que l'autre projet sur lequel vous travaillez? Non, pas du tout. Je pense que R21 va venir en complémentarité de RTSS, parce que ce qui est peut-être le secrétaire permanent n'a pas dit, c'est que par exemple au Burkina, il nous a été offert 1 million de doses pour RTSS. Vous conviendrez avec moi que c'est insuffisant. Quand on regarde le nombre d'enfants, il y a des millions d'enfants, on nous donne 1 million de doses. Alors il faut savoir également qu'il faut 4 doses, 4 injections pour avoir l'efficacité de 30%. Ce qui veut dire que tout au plus on va couvrir 250 000 enfants. C'est en cela qu'un vaccin comme R21, qui est produit par la firme indienne Serum Institute of India, qui a une capacité de production de 200 millions de doses par an, va venir vraiment soulager la forte demande africaine en matière de vaccins contre le paludisme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vous ai dit tantôt que le parasite passe par plusieurs étapes. Le cycle est assez complexe. Il faut savoir que R21 et RTSS ciblent le parasite au moment où le parasite veut pénétrer à l'intérieur de votre foie. Mais quand le parasite sort du foie, il cherche à atteindre le globule rouge. Là également, il y a des chercheurs, et dans notre équipe, qui travaillent pour comprendre un peu comment on peut faire pour bloquer le parasite et l'empêcher de pénétrer dans le globule rouge. Il y a d'autres groupes qui essaient de voir comment faire en sorte que lorsque le parasite, le moustique vous pique, qu'il ne trouve rien à prendre. Donc vous voyez, on veut le tacler à ces 3 niveaux, et donc les recherches continuent, parce que le tacler à un seul niveau, à mon avis, ne suffira pas pour éradiquer le paludisme.
Alors, la vaccination, ce sont des enjeux internationaux, ça mobilise de gros moyens financiers. Je reviens toujours avec ma question. Est-ce que les firmes internationales qui peut-être soutiennent le RTSS seraient prêts à investir autant pour l'autre vaccin? Alors, il faut comprendre une chose. Dans les mécanismes de financement de la recherche, il y a des financements venant des firmes pharmaceutiques qui sont des structures qui veulent faire du bénéfice, donc c'est du business. Mais il y a des financements qui viennent de fonds publics, comme par exemple l'Union européenne, comme la fondation Bill et Melinda Gates, qui est un philanthrope, un mécène, qui a investi par exemple près de 250 millions de dollars dans la recherche des RTSS et qui n'attend rien pour soutenir la recherche. Et cela contribue justement à réduire le coût au prix coûtant. Ça veut dire lorsqu'on va vendre le vaccin, qu'il coûte moins cher parce que celui qui a investi n'attend pas de retour sur investissement. Et donc, je n'ai pas d'inquiétude dans la mesure où des institutions publiques comme l'Union européenne, comme la Banque mondiale ou autres, continuent d'investir justement dans la recherche sur le paludisme. Et donc, il n'y a pas de concurrence. Je ne crois pas qu'il y ait une concurrence entre ces structures d'investissement publiques et les firmes pharmaceutiques qui, elles, sont plus intéressées par le gain. Alors, vous entendre le projet est sur de bonnes rails. Les difficultés sont minimes. Alors, je parle bien sûr du R21. Alors, le R21, moi je dirais qu'il y a eu un fort engagement du partenaire commercial de l'Université d'Oxford, qui est le Serum Institute of India, qui en tout cas s'est approprié le projet parce qu'au bout du compte, c'est la firme qui va fabriquer et vendre le produit. Et donc, ils sont convaincus que c'est un très bon produit. Et pour cette raison, ils ont mis le maximum de ressources pour que nous puissions dérouler ce projet jusqu'à son terme. Donc, sur le plan financier, nous n'avons pas de problème pour la mise en œuvre du projet. Il peut surgir des questions purement régulatoires et autres, mais en tout cas, sur le plan financier, nous n'avons pas de difficultés pour la mise en œuvre du projet R21. On voit le professeur Tinto qui est très optimiste. Est-ce que Christian Comporé partage cet optimisme en ce qui concerne la lutte contre le paludisme au Burkina et en Afrique en général? Tout à fait. Vous savez très bien que nous parlons présentement d'élimination et le programme se nourrit des fruits de la recherche. Et quand la recherche sourit, nous nourrions. Parce qu'effectivement, ce qui est en train de se passer est un grand tournant, et si véritablement cela aboutissait, on a grand espoir que l'élimination, contrairement à ce que le professeur Tinto disait, on va l'avoir certainement avant les 5 à 10 ans. On espère vraiment le faire le plus tôt possible. Alors, vous avez évoqué un point important sur lequel j'aimerais qu'on revienne, l'engagement de la communauté internationale pour lutter contre le Covid, ce qui visiblement a manqué en ce qui concerne le paludisme. Est-ce que vous estimez que les politiques africaines ont également péché à un certain niveau en ne fédérant pas leurs forces financières, techniques et tout, pour pouvoir élaborer ce vaccin, vu qu'on est dans une vague de panafricanisme actuellement? Alors, il faut reconnaître qu'au niveau africain, il y a une prise de conscience que nous-mêmes nous constatons à travers toute la réorganisation africaine qui est en train de se mettre en place. Il a été créé par exemple le CDC Afrique, qui n'existait pas avant. Donc chaque pays faisait ses recherches ou en tout cas mettait en œuvre ses politiques de lutte contre les épidémies, les pandémies, etc. sans coordination. Déjà, je trouve que c'est quelque chose à saluer. Il y a eu la mise en place par exemple de l'Agence africaine du médicament. Parce que jusqu'à ces dernières années, nous étions régis par l'Agence européenne du médicament. Lorsque vous voulez enregistrer un produit en Afrique, vous devez passer par l'Union européenne. Vous voyez comment c'est aberrant. Et il y avait un article qu'on appelait l'article 58 qui régissait la mise sur le marché des produits destinés à l'Afrique qui ne sont pas pour une utilisation en Europe. Et donc, je me rends compte qu'avec la Covid-19, ça a été un malheur, mais je pense que ça a été également une opportunité. Parce que si vous regardez un peu toutes les politiques et toutes les discussions qui se mènent au plan africain, surtout au niveau de l'Union africaine, vous sentez visiblement que l'Afrique a pris conscience de toutes les erreurs passées et que la Covid a permis vraiment de mettre à jour
Et aujourd'hui, je pense que nous sommes dans une dynamique très positive avec la mise en place de l'Agence européenne, l'Agence africaine du médicament et le CDC Afrique pour que demain l'Afrique puisse s'approprier ces questions de recherche, parce que les maladies telles que le paludisme sont beaucoup plus africaines qu'européennes. Et si vous avez suivi, lorsqu'il y a eu la Covid-19, qu'est-ce qui s'est passé? En une année, il a été mobilisé des milliards de dollars pour investir dans la recherche. Et vous vous êtes rendu compte qu'en 6 mois, on a mis au point plusieurs vaccins. Ce qui n'a jamais été fait pour le paludisme. Et je pense que c'est un enseignement que les Africains doivent tirer. Et c'est dire que si nous ne prenons pas en main notre destin, ce ne sont pas les autres qui vont venir le faire pour nous. Et si nous avons réussi à mettre en place, mettre au point des vaccins en une année, les enregistrer et les utiliser, pourquoi pour le paludisme nous devons encore attendre? Donc nous sommes dans une sorte de frustration, nous chercheurs africains. Et nous nous disons que R21, avec les résultats que nous avons produits, ces résultats sont suffisants pour accélérer l'agenda d'homologation et d'utilisation de ce vaccin et ne plus laisser les enfants continuer à mourir de cette maladie. Est-ce que pendant la Covid, vous avez également senti ce même sentiment de frustration, vu que le paludisme a été en griffe, mis de côté? Merci beaucoup. Il faut dire que pendant justement cette pandémie, effectivement au début on avait eu de grosses craintes. On a même redouté qu'il y ait énormément de morts parce que bien sûr les gens ne fréquentaient plus comme avant nos formations sanitaires et on a eu des mesures de distanciation. Tout à fait, et on a même eu la crainte justement qu'on ait des difficultés d'approvisionnement pour faire face à cela. Mais à la bonne heure, le ministère de la Santé, avec donc l'appui des partenaires techniques et financiers, a su rebondir sur tout ça. Il y a eu le plan donc de contingence qui a été élaboré. Il y a eu tous les approvisionnements qui ont pu se faire afin donc de mettre en sécurité tout ce qu'il y a comme intervention de lutte contre le paludisme. Et cela a permis de poursuivre avec les grandes interventions comme donc la chimioprévention du paludisme saisonnier et en respectant les mesures qui avaient été édictées contre donc la Covid. Donc au finish, on peut dire que de ce côté, on a eu plus donc de peur que de mal. Merci. Alors vaincre le paludisme, ce n'est plus une question, cela ne relève plus de l'impossible, professeur Tito. Oui, je dirais que ce n'est plus une utopie, hein, parce que lorsqu'on regarde les résultats auxquels nous sommes en train d'aboutir, je pense qu'on doit rester très optimiste. Parce que, je ne l'ai pas dit assez, il y a plusieurs vaccins qui sont en train d'être développés dans le monde. R21 et RTSS sont les plus avancés, mais il y a des vaccins qui sont en train d'être développés, par exemple, pour cibler les femmes enceintes. Il y a, par exemple, les anticorps monoclonaux qui sont en train d'être développés pour prévenir le paludisme chez la femme enceinte. Donc, il y a pas mal de recherches qui sont en train d'être menées et dans lesquelles notre unité Ananoro est impliquée. Par exemple, dans la recherche sur les anticorps monoclonaux, nous sommes fortement impliqués. Il y a des recherches pour traiter le paludisme en une journée, en une dose, plutôt que les 3 jours de traitement que vous avez actuellement. Et nous sommes en train de fortement collaborer avec des laboratoires pharmaceutiques comme Novartis, excusez-moi pour la publicité, et beaucoup d'autres laboratoires pour proposer ces nouveaux outils. Parce que nous nous rendons compte, et il a dit dans la CPS, les mamans n'arrivent pas à respecter les posologies telles que recommandées par le programme. Parce qu'il faut donner une dose le premier jour, une deuxième jour, le deuxième jour et le troisième jour. On se rend compte que lorsqu'on passe le premier jour, les 2 autres jours sont oubliés. Pour pallier à ça, nous pensons qu'il faut proposer des médicaments qui sont plus uniques. Et c'est sur ce tableau que nous sommes en train de travailler en matière de recherche et sur les médicaments. Et donc, je crois que, moi je l'ai dit, hein, dans 5 ans peut-être on va parler des maladies non transmissibles, hein, comme hypertension, diabète, cancer et autres, mais peut-être qu'on parlera de moins en moins du paludisme, si en tout cas la dynamique qui est amorcée actuellement se poursuit. Alors on entend souvent ces idées reçues, peut-être que vous allez pouvoir nous clarifier cela. En ce qui concerne l'immunité des Africains au paludisme, contrairement aux Européens, peut-être que vous l'avez entendu, que les Africains supportent plus le paludisme que les Européens. C'est vrai, et je pense que l'ESP l'a dit tout à l'heure, quand vous prenez les enfants qui sont tout petits, c'est parce que justement leur système immunitaire n'est pas mature et n'ont pas été suffisamment exposés aux piqûres de moustiques. Ces enfants sont plus vulnérables que les adultes. Et un adulte qui vit dans un
pays endémique comme le Burkina, qui est régulièrement piqué, parce que même si vous vous protégez, vous allez peut-être vous retrouver à une certaine heure de la nuit quelque part en train de prendre un pot ou participer à une cérémonie, vous allez être piqué. Et ces piqûres, justement, permettent à l'organisme de réagir et de produire ce qu'on appelle une prémunition. Mais ce n'est pas une prémunition qui est stérile, ça veut dire que ce n'est pas une immunité stérile qui ne va pas vous rendre malade, mais qui fait en sorte que lorsque vous devez tomber malade, vous soyez dans un tableau de gravité moindre qu'un Européen, par exemple, qui n'a jamais été en contact avec le parasite, et dont l'organisme ne reconnaît pas le parasite. Et l'Européen qui n'a jamais été en contact avec le parasite réagira exactement comme le petit enfant de 2-3 ans dans nos pays, dont le système immunitaire n'a pas été suffisamment. Donc, c'est des questions d'immunité, et c'est réel, il y a une prémunition des Africains parce qu'ils vivent dans la zone. Si vous, Madame Diasso, vous exilez en Europe pour, je ne sais pas, 2 ans, 3 ans, si vous revenez, vous allez être comme ces Blancs. Parce que le corps ne se serait pas habitué à être en contact avec le parasite. Vous êtes un sujet neuf et vous êtes susceptible de faire un paludisme grave, plus grave qu'un adulte qui vit ici au quotidien ferré. Alors, est-ce que la recherche locale, si je peux le dire ainsi, les tradipraticiens, entre autres, qui également à leur niveau s'investissent pour trouver des solutions à des maladies comme le paludisme, est-ce que au niveau du secrétariat permanent, vous avez un regard sur ce qui se passe dans cette corporation? Oui, il faut dire qu'au niveau du secrétariat permanent, il est important effectivement d'avoir un regard également sur ce qui se passe, comme vous l'avez dit, à la locale. Mais ce regard est plutôt tourné et accentué au niveau de la recherche. Et il faut dire que c'est le ministère de la Recherche qui a vraiment en charge de voir justement qu'est-ce qu'on peut en tirer. Et le professeur Tinto le disait tantôt, il y a des possibilités locales qui peuvent être exploitées, mais qui demandent effectivement à être davantage documentées, afin donc qu'on puisse l'utiliser sans beaucoup de crainte. Est-ce que nos chercheurs traditionnels ne se sentent pas justement frustrés vis-à-vis du traitement qui est réservé aux scientifiques que vous êtes? Alors, il faut dire vous arrive d'échanger avec eux autour de ce sujet? Alors, il faut dire que vous allez être surpris, mais 80% des Africains recourent à la médecine traditionnelle, même lorsque nous utilisons la médecine moderne. Donc ça veut dire que c'est un pan très important de notre système de santé. C'est la raison pour laquelle au niveau du ministère de la Santé, il a été créé au niveau de l'Agence nationale de régulation pharmaceutique une direction de la médecine traditionnelle. Et si vous ne le savez pas, il y a une clinique pour la médecine traditionnelle qui est en construction, je ne sais pas où ils en sont, qui devrait même être inaugurée, où des tradipraticiens seront organisés, installés, où on pourra établir une certaine collaboration entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle, parce qu'il y a des maladies pour lesquelles la médecine traditionnelle a des remèdes vraiment extraordinaires. Pourquoi ne pas orienter les malades pour ces maladies-là connues, pour lesquelles on a des référents? Alors, il faut également dire que cette collaboration va consister pour nous scientifiques d'accompagner ces tradipraticiens et faire la preuve de l'efficacité et de la tolérance de leurs produits, parce que nous avons les protocoles pour le faire. Et aujourd'hui, au niveau de l'IRSS, il y a une cellule qui s'occupe des médicaments traditionnels améliorés, et c'est cette cellule, par exemple, qui a pu mettre au point le FACA, dont vous avez entendu parler, qui est utilisé contre la drépanocytose, qui est un produit qui a beaucoup de succès, pas seulement au Burkina, qui est demandé un peu partout en Afrique. C'est des produits, par exemple, qui proviennent de la médecine traditionnelle. Et donc, il y a une dynamique très positive. Il y a des choses qui se font. Peut-être que la communication n'est pas suffisante. Sinon, les populations ont recours à ces produits-là. Alors, nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission. Nous allons parler prémunition contre le paludisme, vu que les modes de transmission sont connus. Comment surtout protéger davantage les enfants? Ok, merci. Pour protéger les enfants, il faut dire que nous avons d'abord de quoi nous prévenir donc des piqûres de moustiques. C'est notamment les campagnes de distribution de moustiquaires qui sont organisées. Et cette campagne de distribution est aussi accompagnée par la distribution en routine qui se fait pour les femmes enceintes, mais aussi pour les enfants de moins d'1 an. Et véritablement, c'est encore le lieu de rappeler et vraiment d'appeler la population à faire de telle sorte que les enfants aient
et aussi les femmes enceintes, puisque justement elles portent en elles des enfants, soient toujours protégées en dormant sous moustiquaire imprégné à tout moment. Et en plus donc des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, il y a aussi la pulvérisation intradomiciliaire qui est utilisée et également la lutte anti-larvaire. On en a parlé tantôt. Il s'agit de faire de telle sorte que la larve, ce que nous voyons donc dans l'eau et qui dans les eaux stagnantes qui remontent lorsque vous touchez à l'eau, ça descend et ça remonte, c'est ça qui se transforme par la suite en moustique. Donc il s'agit de faire de telle sorte de pouvoir les détruire avant qu'elles ne deviennent donc des moustiques. Mais il y a aussi tout ce que nous faisons donc à l'endroit contre donc le paludisme. Et contre le parasite, il s'agit surtout de la chimioprévention du paludisme saisonnier dont on a parlé tantôt, et qui va permettre justement de prémunir l'enfant afin donc qu'il ne fasse pas une forme grave de paludisme. Et je voudrais encore lancer cet appel, demander vraiment qu'on aide les mères à se souvenir du moment où elles doivent donc donner le médicament à leur enfant pendant donc ces périodes qui vont être des moments donc de passage de la CPS. Nous allons donc le faire bientôt, donc du 20 au 23 novembre, et c'est du juillet s'il vous plaît, et c'est du 20 au 23 juillet, et ce sera vraiment la belle occasion pour faire de telle sorte que l'ensemble des enfants puissent bénéficier donc de cette prévention. C'est donc très important, réserver un accueil chaleureux aux agents de santé justement qui viennent pour vous aider dans le cadre de la campagne de chimioprévention. Alors, professeur Tinto, sans doute qu'en dehors des recherches sur le RTS R21, vous suivez plutôt cette unité qui est basée à Bobo-Dioulasso, si je ne m'abuse. Ananoro, voilà, qui a procédé à un lâcher de moustiques. Ah, c'est Bobo, oui, effectivement. Voilà, Bobo-Dioulasso, qui a procédé au lâcher de moustiques qui ne sont pas porteurs du gène du plasmodium pour pouvoir lutter contre la population de moustiques. Voilà, en ce qui concerne la lutte contre le paludisme, pour le dire ainsi, n'est-ce pas? Vous suivez ces travaux également. C'est vrai que c'est le domaine pur de l'entomologie qui n'est pas ma spécialité, mais je discute avec les collègues qui y travaillent. Et je pense que l'idée ici, c'est de lâcher des moustiques génétiquement modifiés qui vont entrer en compétition avec les moustiques vecteurs du paludisme pour que dans la descendance future des moustiques qui vont naître, si vous voulez, qui vont être produites à la suite de cette compétition, on ait des moustiques stériles et au fur et à mesure, parce qu'il faut savoir que le plasmodium est transmis par l'anophèle femelle. Le mâle, il ne transmet pas. Il pique, mais il ne transmet pas. Et donc, l'idée de mettre en compétition ces moustiques génétiquement modifiés qui sont beaucoup plus fit et beaucoup plus robustes que les moustiques, je dirais, normaux. Voilà, c'est de faire en sorte qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps, les moustiques normaux soient éliminés au bénéfice de ces moustiques génétiquement modifiés. Donc, c'est un peu l'esprit qui sous-tend un peu la conception de l'approche moustique génétiquement modifiée. En attendant donc que le R21 soit totalement accessible, qu'est-ce que vous recommandez justement aux populations? Alors, je pense que le secrétaire permanent l'a dit, hein, il y a toute cette batterie de moyens préventifs qui est déployée par le secrétariat permanent, qui sont des moyens qui ont fait la preuve de leur efficacité dans la recherche. Et si ces moyens-là sont utilisés de façon adéquate, on aura forcément des résultats. Alors, nous espérons également que R21 va très rapidement pouvoir être déployé en complément pour venir soutenir RTSS afin que le maximum d'enfants puissent être vaccinés et en combinaison justement avec ces moyens qui sont proposés, que nous puissions répondre au slogan « Sur le paludisme, je m'engage ». Alors, on va également sensibiliser toujours ces populations qui nous suivent, qui suivent l'émission sur le paludisme, qui utilisent justement ces moustiquaires obtenus, voilà, et qui les utilisent à d'autres fins, à des fins de jardinage ou même d'élevage, comme vous, tout à fait, comme vous l'avez constaté, SP. Oui, je voudrais juste redire à quel point il est important que nous insistons davantage sur justement cette protection.
il est important que nos populations comprennent que les moustiquaires qu'on distribue, et le professeur Tinto en parlait tantôt, il y a des insecticides qui ont imprégné ces moustiquaires-là. Et ces insecticides sont efficaces contre justement nos moustiques. Et il est important qu'on puisse dormir dedans afin donc de se prémunir du paludisme. C'est pas une utopie, c'est vraiment une arme qui nous permet donc justement d'éviter et d'éviter aussi à nos enfants d'attraper donc le paludisme. Et je le disais tantôt, en fait, lorsque on invite les gens et lorsque soi-même on dort sous moustiquaire, c'est aussi un geste d'amour. Cela permet donc de protéger sa famille, de protéger son entourage et de se protéger soi-même contre le paludisme. Donc, c'est vraiment le lieu d'inviter davantage la population à adopter ces stratégies donc, de protection contre le paludisme. Et le plus important, c'est de lutter contre l'insalubrité dans son espace, son cadre de vie. Tout à fait. Et nous envisageons d'ailleurs intensifier l'identification et la destruction des gîtes larvaires. Et justement, ça devrait être une porte d'entrée pour davantage sensibiliser nos populations contre justement cette insalubrité, afin qu'on comprenne justement que de garder son cadre de vie sain permettra véritablement d'avoir une mainmise sur beaucoup de maladies, dont donc le paludisme. Alors, professeur Tinto, le plaidoyer qui a été adressé à l'OMS, est-ce qu'il est également soutenu par des États, des institutions, en plus de vous, chercheurs? Alors, il faut savoir que l'OMS est l'émanation de tous les pays. Hein. Donc, voilà, nous sommes tous partie prenante de ce qui se passe à l'OMS. Et je siège d'ailleurs dans le comité des experts sur les vaccins antipaludiques au niveau de l'OMS. Alors, le processus est lancé, nous sommes en discussion, ils nous ont demandé un certain nombre d'informations qui relèvent purement de la recherche que nous leur avons fournie. Et rien que ce matin, nous avons encore envoyé des informations qu'ils demandaient. Je pense qu'il va se tenir dans le courant de ce mois de juillet. Et nous espérons en tout cas qu'avant la fin de l'année, au fur et à mesure que les pays vont adopter ce vaccin R21, l'OMS viendra avec une recommandation. Pourquoi la recommandation de l'OMS est très importante? La recommandation de l'OMS est très importante en ce sens que c'est à partir de cette recommandation que le programme Gavi, qui a la charge de mettre à la disposition de nos pays les vaccins de façon gratuite pour nos enfants, peut s'engager à mettre à disposition ces vaccins. C'est le cas par exemple de RTSS qui est mis à disposition du ministère de la Santé de façon gratuite. Lorsque vous n'avez pas la recommandation de l'OMS, il n'y a pas cet engagement au niveau de Gavi pour accompagner les déploiements. C'est pourquoi en plus des recommandations qui seront faites au niveau des pays, il faut qu'il y ait cet engagement fort de l'Organisation mondiale de la santé et nous espérons que, tirant les leçons de ce qui s'est passé avec la Covid, nous n'allons pas encore attendre 4-5 ans avant d'approuver ce vaccin. C'est l'espoir que les populations, en tout cas, fondent qu'une solution radicale soit trouvée contre le paludisme, surtout pour la protection des enfants. Alors, au niveau étatique, au niveau de l'État burkinabé, est-ce que, je ne parle pas du ministère, je parle de la présidence même, de la transition, est-ce que vous sentez qu'il y a un soutien en faveur des efforts de recherche faits? Alors, je pense que si vous vous rappelez, lorsque on avait rapporté les résultats du R21 dans le Lancet, on avait été reçu au plus haut niveau, ce qui a démontré l'engagement politique très fort de nos autorités. Alors, nous sommes, comme je l'ai dit, dans le processus de faire homologuer ce vaccin au Burkina et nous croyons qu'avec l'engagement du ministère de la Santé, les plus hautes autorités vont s'approprier justement cette homologation et faire en sorte que le travail que nous avons abattu sur le terrain soit reconnu, parce que vous conviendrez avec moi que c'est frustrant qu'une recherche qui a été menée au Burkina ici depuis la phase 2 et qui continue en phase 3 en collaboration avec d'autres pays africains, un pays comme le Ghana ou le Nigeria soient les premiers à s'approprier ces résultats de recherche et homologuer ces vaccins. Donc c'est l'occasion pour moi de lancer vraiment un plaidoyer auprès de nos autorités pour qu'elles s'engagent davantage pour que ce vaccin soit rapidement homologué et déployé pour le bénéfice de nos enfants.
Alors, c'est donc sur ces mots que nous allons refermer cette émission. Merci à vous, professeur Alidou Tinto, et merci à Sidzabda, Christian Comporé. Merci à tous les deux d'être venus et d'avoir apporté ces différentes informations en ce qui concerne la lutte contre le paludisme au niveau national et international.